Le ciel au-dessus de Tel Aviv ressemble à ce qu'il a toujours été, mais quelque part, sous la surface d'un Moyen-Orient en mutation rapide, quelque chose a changé. Quelque chose que les systèmes de défense aérienne les plus avancés de la planète n'ont pas été entièrement conçus pour arrêter. Et les gens qui le savent ne dorment pas bien ce soir. C'est pas un exercice, c'est pas de la spéculation. C'est la nouvelle réalité de la guerre moderne. Et elle est arrivée plus vite que presque tout le monde ne l'avait prévu. L'Iran a discrètement franchi un seuil militaire qui change toute l'équation entre deux nations enfermées depuis des décennies dans une guerre de l'ombre. Et l'arme au cœur de ce basculement n'est pas une bombe nucléaire. Ce n'est pas un missile balistique portant une ogive conventionnelle. C'est quelque chose de plus petit, de plus sophistiqué et à bien des égards de beaucoup plus terrifiant à cause de ce qu'il fait une fois qu'il atteint sa cible. Il se fragmente. Des dizaines de munitions plus petites tombent en pluie sur une vaste zone, plus vite que la plupart des systèmes de défense ne peuvent les suivre, plus difficiles à intercepter et dévastatrices pour tout ce qui se trouve en dessous. L'Iran a développé et déployé une nouvelle génération de missiles à sous-munitions. Des missiles balistiques et de croisière capables de porter des ogives à fragmentation, conçus précisément pour submerger, saturer et vaincre des réseaux de défense aérienne en couches. Le type même de réseau de défense aérienne qu'Israël a passé des décennies et dépensé des milliards de dollars à construire. Et voici ce qui rend ce moment si critique. Le dôme de fer d'Israël, sa fronde de David, ses systèmes Arrow, tout cela a été conçu pour arrêter ce qui arrivait auparavant. Ces systèmes ont été construits pour l'ancienne menace. Mais l'ancienne menace vient d'évoluer. Et en ce moment même, dans les montagnes et les installations souterraines de l'Iran, des ingénieurs perfectionnent précisément l'arme qui pourrait rendre ces défenses dangereusement incomplètes. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème militaire. C'est un séisme stratégique. Cela change la manière dont Israël calcule le risque. Cela change la manière dont l'Iran projette sa puissance. Cela change ce que l'Amérique doit prendre en compte chaque fois qu'elle tente de négocier la stabilité dans la région. Et cela change la probabilité d'une guerre qu'aucun des deux camps. Et personne dans le monde ne peut se permettre. Alors, restez avec ceci, parce qu'à la fin, vous comprendrez non seulement ce qu'est cette arme, mais aussi pourquoi elle existe, ce pourquoi elle a été conçue, et pourquoi les esprits militaires les plus importants du monde se posent maintenant une question sans réponse confortable. Israël peut-il l'arrêter? Pour comprendre pourquoi les missiles à sous-munitions sont si dangereux, il faut d'abord comprendre comment fonctionne réellement la défense aérienne. La plupart des gens l'imaginent comme une équation simple. Un missile monte, un intercepteur monte, il se rencontre dans le ciel, et la menace est neutralisée. Propre, simple, sûr. Mais la guerre n'est jamais propre ni simple. Et les gens qui conçoivent ces armes savent exactement comment pensent les défenseurs. Les systèmes modernes de défense aérienne comme le dôme de fer, le système sur lequel Israël compte pour protéger ses villes, fonctionnent selon un calcul mathématique de survie. Lorsqu'une menace est détectée, le système évalue sa trajectoire, sa vitesse, son point d'impact estimé, puis décide en quelques millisecondes s'il doit engager la cible. Si le projectile se dirige vers une zone peuplée, il lance un intercepteur. S'il se dirige vers un terrain ouvert, il ne gaspille pas le tir. C'est de l'ingénierie intelligente, mais c'est aussi une vulnérabilité. Parce qu'un missile à sous-munitions ne se comporte pas comme une seule ogive. Il ne suit pas une trajectoire prévisible vers un seul point d'impact. Il se fragmente en plein vol, libérant des dizaines de munitions plus petites selon un large schéma de dispersion. Soudain, vous ne suivez plus une seule menace. Vous en suivez 40 ou 60, chacune se déplaçant sur sa propre trajectoire, chacune ayant sa propre zone d'impact potentielle, chacune nécessitant son propre calcul, sa propre réponse. Et c'est là que les mathématiques deviennent terrifiantes. Chaque missile intercepteur coûte quelque part entre 50 000 et 100 000 $. Certains sont encore plus coûteux selon le système. Chaque grappe de sous-munitions pourrait coûter à l'Iran une fraction de ce montant à produire. Dans une seule salve,
l'Iran pourrait libérer assez de sous-munitions pour théoriquement submerger le stock d'intercepteurs de n'importe quelle batterie isolée. Et lorsque vous commencez à multiplier cela sur des dizaines de plateformes de lancement simultanées, depuis différentes directions, à différentes altitudes, le problème devient non seulement tactique, mais existentiel. C'est ce qu'on appelle la saturation, et c'est le cœur de la nouvelle doctrine stratégique de l'Iran. Mais c'est ici que les choses prennent un tournant sérieux. Parce que la technologie des sous-munitions n'est pas nouvelle. Les États-Unis ont utilisé des armes à sous-munitions au Vietnam, l'OTAN les a utilisées en Yougoslavie. Plusieurs nations ont stocké des variantes de cette technologie pendant des décennies. Ce qui rend le développement iranien différent, c'est pas le concept de base, c'est le système de livraison. L'Iran a passé des années à construire l'un des arsenaux de missiles balistiques les plus diversifiés au monde. Non pas parce qu'il prévoit d'utiliser chaque missile dès demain, mais parce que la diversité elle-même est une arme. Si vous forcez votre ennemi à se défendre contre 10 types de missiles différents, chacun volant à des vitesses différentes, chacun arrivant depuis des altitudes différentes, chacun portant des configurations d'ogive différentes, vous n'attaquez pas seulement son territoire, vous attaquez son processus décisionnel. Et lorsque vous combinez cette diversité de missiles avec des ogives à sous-munitions en grappe, vous créez quelque chose qui force chaque planificateur de défense à poser une question impossible. Lequel arrêtez-vous en premier? Revenons à l'origine de tout cela. Parce que l'histoire du programme de missiles iranien n'est pas seulement une histoire militaire, c'est une histoire de survie, d'humiliation et d'une nation qui a décidé, il y a des décennies, qu'elle ne serait plus jamais sans défense. Nous sommes en 1980. L'Irak, soutenu discrètement par des puissances occidentales et des États régionaux, envahit l'Iran. Ce qui suit, ce sont 8 années d'un des conflits les plus sanglants depuis la Seconde Guerre mondiale. Près d'1 million de personnes meurent. Les villes iraniennes sont bombardées à répétition. Saddam Hussein utilise des armes chimiques contre les soldats iraniens. Et pendant toute cette guerre, l'aviation iranienne, paralysée, après que la révolution islamique a coupé l'accès aux pièces de rechange américaines, peut à peine riposter. L'Iran regarde son peuple mourir, tandis que son armée est dépassée. Et de cette humiliation naît une décision stratégique. L'Iran construira des missiles, beaucoup de missiles. Parce que les missiles n'ont pas besoin de pistes d'atterrissage. Les missiles n'ont pas besoin de pièces de rechange fournies par un gouvernement étranger qui peut couper la chaîne d'approvisionnement du jour au lendemain. Les missiles attendent sous terre, dans les montagnes, dans des silos dispersés. Et les missiles peuvent atteindre n'importe qui, depuis n'importe où, à n'importe quel moment. Dans les années 1990, l'Iran avait développé ses premières capacités sérieuses en missiles balistiques avec une aide importante de la Corée du Nord et de la Chine. Dans les années 2000, il était passé à des systèmes de portée moyenne capables d'atteindre Israël. Dans les années 2010, il avait démontré sa capacité à lancer des attaques simultanées et multidirectionnelles avec des dizaines de missiles à la fois. Puis est venue la nuit qui a tout changé, le 13 avril 2024. L'Iran a lancé ce que le monde n'avait jamais vu auparavant depuis le sol iranien. Directement, ouvertement, un barrage massif de plus de 300 projectiles, incluant des missiles balistiques, des missiles de croisière et des drones visant Israël dans une seule attaque coordonnée. Le monde a retenu son souffle. Israël, avec l'aide américaine, britannique, jordanienne et française, a intercepté la vaste majorité de ce barrage. L'attaque a causé des dommages matériels minimes. Et pendant un bref instant, le monde a expiré et a dit que les défenses avaient fonctionné. Mais ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Parce que dans les salles d'analyse, dans les briefages classifiés à Tel Aviv, Washington, Londres et Téhéran, l'évaluation réelle était très différente de la déclaration publique. Le taux d'interception était impressionnant, mais il n'était pas de 100%. Certains missiles sont passés. Et plus important encore, le volume pur de l'attaque s'était dangereusement rapproché de l'épuisement des stocks d'intercepteurs dans certaines batteries précises. Les stratèges iraniens ont regardé les mêmes données et ont tiré leurs propres conclusions. Ils avaient identifié le plafond de la défense aérienne israélienne et ils savaient maintenant ce qu'il faudrait pour le dépasser. C'est à ce moment-là que le développement des sous-munitions est passé de théorique à urgent. La logique est d'une simplicité dévastatrice.
Si un seul missile portant une ogive standard exige 1 ou 2 intercepteurs pour être détruit, alors un seul missile portant une ogive à sous-munitions, qui libère 40 munitions plus petites en plein vol, exige potentiellement des dizaines de réponses. Certaines de ces munitions plus petites seront trop petites, trop rapides ou trop nombreuses pour que certains types d'intercepteurs puissent les engager efficacement. Ce n'est pas un problème hypothétique, c'est un problème de physique, et la physique ne se soucie pas de la politique. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est la manière précise dont la technologie des sous-munitions crée des défis en couche pour les planificateurs de défense. Il ne s'agit pas seulement de quantité, mais de synchronisation d'altitude et des limites fondamentales du suivi radar. Lorsqu'un missile balistique est dans sa phase terminale, descendant vers une cible à des vitesses pouvant dépasser Mach 15, les systèmes de défense disposent d'une fenêtre très étroite, parfois seulement quelques secondes, pour l'engager. Le système Arrow 3, conçu pour l'interception exo-atmosphérique, tente de frapper l'ogive avant même qu'elle ne rentre dans l'atmosphère. Mais le déploiement des sous-munitions peut se produire à l'intérieur de l'atmosphère, à des altitudes et à des vitesses qui mettent au défi différentes couches de la défense. Arrow 3 prend en charge les menaces de haute altitude et de longue portée. Arrow 2 gère la rentrée balistique à moyenne altitude. La fronde de David traite les missiles balistiques de moyenne portée et les missiles de croisière. Le dôme de fer traite les roquettes à courte portée et les obus d'artillerie. Chaque couche a son propre radar, ses propres intercepteurs, sa propre enveloppe d'engagement optimale. Un missile à sous-munitions conçu pour libérer sa charge exactement à l'altitude qui tombe entre deux couches de cette architecture crée une faille. Non pas une faille complète, mais une couture étroite dans le tissu défensif qu'un adversaire intelligent peut exploiter. Les ingénieurs iraniens étudient la défense aérienne israélienne depuis des années, pas seulement en théorie, mais en pratique. Chaque essai de missile, chaque interception, chaque évaluation des dommages fournit des données et l'Iran a accès à une quantité importante de ces données. L'armée iranienne ne construit pas seulement des armes. Elle construit des armes conçues pour vaincre des défenses précises. C'est une entreprise entièrement différente et plus dangereuse. Mais voici ce qui rend ce moment encore plus urgent. L'Iran n'est pas arrivé seul à cette capacité. Le réseau mondial de transfert de technologies d'armement qui a discrètement remodelé l'équilibre des forces au Moyen-Orient passe par Moscou, Pékin, Pyongyang et par les chaînes d'approvisionnement du Liban, de la Syrie, du Yémen et de l'Irak. L'influence de l'ingénierie russe sur le développement des missiles balistiques iraniens est documentée depuis des décennies. Pendant la guerre en Ukraine, quelque chose s'est produit qui a accéléré ce transfert de façon inattendue. L'Iran a fourni à la Russie des drones Shahed en quantité importante et en retour le flux de connaissances techniques, de composants et de collaboration en ingénierie entre Téhéran et Moscou s'est approfondi. Ce que la Russie sait sur la manière de vaincre les systèmes de défense aérienne en couche, acquis au fil de décennies de développement des défenses aériennes de série S et des systèmes offensifs conçus pour les vaincre, est maintenant partiellement accessible aux concepteurs d'armes iraniens. C'est pas de la spéculation. Les signatures se trouvent dans les systèmes eux-mêmes. Lorsque vous examinez les détails publiquement disponibles des démonstrations de missiles les plus récentes de l'Iran, vous commencez à voir des caractéristiques qui n'étaient pas présentes dans les générations précédentes. Des véhicules de rentrée manœuvrants qui modifient leur trajectoire dans la phase terminale pour éviter l'interception, des systèmes de leurre qui imitent la signature radar d'une ogive, et l'architecture précoce mais indéniable de mécanismes de dispersion de sous-munitions intégrés au bus d'ogive. Ce ne sont pas des choses que l'Iran a rétroconçues à partir de vidéos YouTube. Ce sont des technologies avec des empreintes. Et ces empreintes pointent dans des directions qui devraient inquiéter chaque ministère de la Défense du monde occidental. Et puis il y a la Chine. La relation de la Chine avec l'Iran est économique en surface, mais stratégique dans son cœur. L'accord global de coopération de 25 ans, signé en 2021, couvre l'énergie, les infrastructures et la sécurité. La coopération en matière de sécurité, dans le langage des accords entre des nations comme la Chine et l'Iran, inclut le transfert de technologies. Une technologie à double usage qui peut être civile de nom et militaire dans son application
La Chine possède sa propre technologie avancée de sous-munitions, sa propre expérience dans la conception d'ogives capables de vaincre des défenses aériennes en couche, et son propre intérêt à avoir des partenaires régionaux capables de compliquer les calculs militaires américains et israéliens au Moyen-Orient. L'intersection du savoir technique russe, de l'accès aux composants chinois, de l'expérience nord-coréenne en missiles balistiques et de l'ambition iranienne en ingénierie a produit quelque chose que la région n'avait jamais vu auparavant. Un programme d'armement qui ne rattrape plus son retard. Il innove. Et maintenant, il faut parler de ce que cela signifie concrètement pour Israël. Parce qu'Israël n'est pas un observateur passif dans cette histoire. C'est la cible principale. La situation géographique d'Israël est l'une des plus uniques et des plus vulnérables au monde pour une nation disposant de telles capacités. C'est un petit pays. Toute sa masse terrestre correspond à peu près à la taille du New Jersey. Tel Aviv, son centre économique et démographique se trouve à moins de 70 km de la frontière avec Gaza. Ses principales infrastructures militaires sont concentrées et largement connues des adversaires grâce à l'imagerie satellite, au renseignement de sources ouvertes et à des décennies de surveillance. Cela signifie que, contrairement aux États-Unis ou à la Russie, Israël ne peut pas absorber un échec partiel de sa défense. Une guerre où 90% des missiles sont interceptés ressemble à un succès. Mais si les 10% restants incluent des ogives à sous-munitions tombant sur l'aéroport international Ben Gourion, l'installation nucléaire de Dimona, le quartier général militaire de la Kiria à Tel Aviv, ou des quartiers urbains densément peuplés, les conséquences humaines et stratégiques pourraient être dévastatrices. C'est le calcul cauchemardesque qui empêche les planificateurs de défense israéliens de dormir, et cela devient plus compliqué parce que l'Iran ne prévoit pas de combattre Israël seul. Le soi-disant axe de la résistance, le réseau d'organisations militantes et politiques soutenues par l'Iran, s'étendant du Yémen au Liban, de la Syrie à l'Irak, représente un problème multifront qu'aucune architecture de défense aérienne unique n'a été conçue pour gérer simultanément. Le Hezbollah, au Liban, possède environ 150 000 roquettes et missiles. La vaste majorité ne sont pas guidés, mais une proportion croissante est guidée avec précision. Et certains de ces missiles guidés avec précision ont des portées qui couvrent l'ensemble du territoire israélien. Le Hezbollah ne dispose pas encore d'une capacité confirmée d'ogives à sous-munitions à grande échelle, mais il a accès à la technologie d'armement iranienne et aux ingénieurs militaires iraniens. Les Houthis au Yémen ont déjà démontré leur capacité à frapper des cibles à l'intérieur d'Israël avec des missiles balistiques et des drones parcourant des milliers de kilomètres. Eux aussi ont accès à la technologie iranienne et ils ont montré leur volonté d'absorber une punition extraordinaire tout en continuant à combattre. Des groupes de milices irakiennes alignés sur l'Iran ont lancé à plusieurs reprises des roquettes et des drones contre des cibles américaines et alignés sur Israël. La Syrie demeure un corridor de transit pour les armes circulant de l'Iran vers le Hezbollah. Imaginez maintenant un scénario où tous ces acteurs lancent simultanément, non pas dans une frappe coordonnée au sens militaire strict, mais dans une campagne de saturation soutenue sur plusieurs jours et depuis plusieurs directions. Une campagne conçue non pas pour détruire Israël, mais pour épuiser ses stocks d'intercepteurs. Les batteries du dôme de fer transportent un nombre fini de missiles intercepteurs. Le réapprovisionnement prend du temps. Les États-Unis sont le principal fournisseur de secours, mais la logistique pendant un conflit prolongé a ses propres délais et vulnérabilités. Une force de missiles capable de porter des sous-munitions, utilisées intelligemment, lancées par vagues sur plusieurs fronts, et visant à la fois des cibles militaires de grande valeur et l'infrastructure économique d'une société moderne, n'a pas besoin de pénétrer chaque couche de défense pour provoquer une perturbation catastrophique. Elle doit seulement imposer suffisamment de choix impossibles. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la guerre moderne entre adversaires sophistiqués porte de plus en plus sur la prise de décision sous pression. Le camp qui peut forcer son adversaire à prendre les décisions les plus impossibles dans le délai le plus court avec les informations les plus incomplètes est celui qui contrôle le tempo du conflit. Et en ce moment, le développement iranien des sous-munitions est précisément conçu pour créer ce genre de scénario qui force la décision. Mais c'est ici
que les choses prennent un tournant sérieux, parce qu'Israël ne reste pas immobile. L'établissement de défense israélien compte parmi les plus adaptatifs et les plus innovants au monde. Le dôme de fer était lui-même un système révolutionnaire lorsqu'il a été introduit. Il a changé du jour au lendemain le calcul stratégique de la guerre aux roquettes. La fronde de David et Arrow 3 ont étendu cette logique de défense en couche vers des altitudes toujours plus élevées et des portées toujours plus longues en réponse à la menace croissante des sous-munitions. Les entrepreneurs de défense israéliens et l'armée israélienne développent ce qui équivaut à une nouvelle génération de philosophie de défense aérienne. Le premier changement se dirige vers les systèmes d'interception laser à haute énergie. Iron Beam, le système d'armes à énergie dirigée d'Israël, est en développement et en essai depuis plusieurs années. Contrairement aux intercepteurs cinétiques, avec un magasin fini, une arme laser est limitée principalement par la capacité de production d'énergie. Et contre de petites sous-munitions plus lentes dans la phase terminale, un système laser pourrait, en théorie, les engager à un coût approchant presque zéro par tir. Le défi technologique est considérable. Les lasers sont affectés par la météo, par les conditions atmosphériques, par l'exigence d'un ciblage soutenu et par le temps de maintien sur des objets en déplacement rapide. Mais l'industrie de défense israélienne, en collaboration avec des partenaires américains, pousse vers un déploiement opérationnel plus rapidement que presque tout programme comparable dans la défense occidentale. Le deuxième changement concerne la détection multidomaine. Si vous ne pouvez pas arrêter une ogive à sous-munition après sa dispersion, la capacité la plus importante est de détecter le missile porteur assez tôt pour l'intercepter avant que la dispersion ne se produise. Cela exige une fusion de la détection infrarouge spatiale, des moyens radars aéroportés et des systèmes terrestres à antennes actives fonctionnant ensemble en temps réel avec une évaluation de la menace pilotée par l'intelligence artificielle. Les États-Unis ont partagé des capacités importantes dans ce domaine avec Israël et les dernières années ont vu un approfondissement de l'architecture intégrée de partage d'informations sur la défense aérienne entre les deux armées, bien au-delà de ce qui est discuté publiquement. Le troisième changement, et peut être le plus important sur le plan stratégique, Israël ne se concentre plus uniquement sur la défense. La campagne de frappe contre l'infrastructure d'armement iranienne, menée pendant plusieurs années dans le cadre d'opérations largement attribuées aux renseignements et aux forces spéciales israéliennes, a ciblé les installations de production, les ingénieurs, les chaînes d'approvisionnement et les dirigeants des programmes même dont nous parlons. Mais ce qui s'est produit ensuite a tout changé d'une manière qu'aucun des deux camps ne contrôle entièrement. Chaque fois qu'Israël frappe une installation iranienne, l'Iran accélère les parties du programme qu'il peut dissimuler, il disperse la production, il déplace les composants critiques sous terre, il reconstruit. Et il reconstruit avec des améliorations inspirées par ce que la frappe a révélé sur la méthode de ciblage israélienne. Cette dynamique de poursuite et d'évitement entre les opérations offensives israéliennes et le développement d'armes iraniens ne mène pas à une réduction des capacités iraniennes. Dans de nombreux cas, elle accélère le calendrier de développement en forçant l'Iran à construire des installations durcies, redondantes et dispersées, qui sont en réalité plus difficiles à détruire que les installations centralisées originales. C'est le paradoxe au cœur de la confrontation actuelle. Chaque action d'escalade produit une réaction qui change le problème, mais ne l'élimine pas. Et puis, il y a la dimension nucléaire. Parce qu'aucune discussion sur les capacités de missiles iraniennes ne peut être complète sans aborder l'ombre qui plane sur tout cela. Le programme nucléaire iranien est un sujet de tensions internationales, de diplomatie, de sanctions et de conflits secrets depuis plus de 2 décennies. Selon les évaluations confirmées les plus récentes, l'Iran possède suffisamment d'uranium enrichi pour produire plusieurs dispositifs nucléaires dans un délai relativement court s'il choisissait de le faire. Le calendrier précis dépend d'étapes de militarisation qui demeurent l'objet d'un important débat du renseignement. Ce qui n'est pas débattu, c'est ceci. Une nation qui possède des missiles balistiques de précision capables de porter des sous-munitions avec une portée suffisante pour atteindre n'importe quel point en Israël et qui possède aussi la base de matières fissiles nécessaires à des armes nucléaires, représente un défi stratégique fondamentalement différent de celui que poserait la même nation sans l'une ou l'autre de ses capacités. Les missiles sont réels, l'enrichissement est réel, la question de savoir quand ces deux choses convergent
en une menace existentielle est la question qui définit en ce moment la prise de décision stratégique israélienne. C'est pourquoi le programme de missiles à sous-munitions n'est pas seulement un problème militaire tactique, c'est un signal stratégique. Il dit à Israël et au monde que l'Iran construit l'infrastructure de livraison pour le pire scénario, tout en laissant la dernière étape suffisamment ambiguë pour maintenir un certain degré de couverture politique internationale. Et cette ambiguïté est elle-même une arme. Parce que tant que l'Iran n'a pas franchi le seuil nucléaire reconnu, la communauté internationale, y compris les États-Unis, subit une énorme pression pour poursuivre la diplomatie plutôt qu'une action militaire. L'espace diplomatique donne du temps à l'Iran. Et dans le monde du développement des armes, le temps est tout. Maintenant, prenons du recul, parce que cette histoire ne concerne pas seulement Israël et l'Iran. Elle concerne ce qui arrive à l'ordre mondial lorsqu'une puissance régionale développe une arme capable de vaincre l'architecture défensive qui a soutenu la stabilité régionale pendant une génération. Les accords d'Abraham, ces accords historiques de normalisation entre Israël et plusieurs États arabes, ont été construits en partie sur une crainte partagée de la projection de puissance iranienne. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et d'autres États du Golfe ont leurs propres raisons d'être profondément alarmés par le développement iranien de missiles à sous-munitions. Leurs propres villes, leurs propres infrastructures pétrolières, leurs propres aéroports et ports se trouvent tous à portée des missiles iraniens. Et contrairement à Israël, la plupart de ces États n'ont rien qui approche la densité de défense aérienne qu'Israël a construite. Ils ont des systèmes Patriot fournis par les Américains. Ils ont certaines batteries Théatad dans la région, mais l'architecture intégrée et multicouche qu'Israël a construite sur des décennies n'est pas quelque chose qu'on peut acheter sur une étagère et déployer en un an. La propagation de la capacité iranienne de sous-munitions par le développement direct d'arsenal ou par le transfert de technologies au Hezbollah ou aux forces Houthis représente une préoccupation existentielle non seulement pour Israël, mais pour toute l'architecture stratégique américaine au Moyen-Orient. Cela ramène directement l'Amérique dans le cadre. Les États-Unis ont environ 40 000 militaires stationnés au Moyen-Orient sur plusieurs bases. Les porte-avions américains opèrent dans le Golfe Persique et en Méditerranée orientale. Les pôles logistiques américains et les installations de renseignement parsèment la région. Tous ces éléments sont des cibles potentielles. Les Houthis ont déjà démontré leur volonté d'attaquer des navires militaires américains avec des missiles antinavires fournis par l'Iran. Les groupes de milices irakiennes ont attaqué des bases américaines avec des roquettes et des drones des dizaines de fois ces dernières années. Si des ogives à sous-munitions commencent à apparaître sur les systèmes utilisés contre les forces américaines, le calcul stratégique de la présence militaire américaine dans la région change fondamentalement et personne à Washington ne parle ouvertement de la préparation réelle des forces américaines déployées à l'avant pour absorber une attaque soutenue de sous-munitions sur une empreinte géographique étroite comme une base militaire. C'est pas une conversation confortable, mais c'est une conversation nécessaire. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le plus grand danger de cette dynamique d'armement en escalade n'est pas le missile qui passera demain. C'est la série de décisions en cascade qu'une seule attaque de sous-munitions réussie à grande échelle déclencherait. Si l'Iran, le Hezbollah ou les Houthis parvenaient à faire tomber un barrage important de sous-munitions sur une cible israélienne de grande valeur, tuant des civils ou détruisant une infrastructure critique, la pression politique sur le gouvernement israélien pour répondre avec une force écrasante serait immense, pas seulement une pression intérieure. La logique fondamentale de la dissuasion exige une réponse qui rétablisse le coût d'une telle attaque comme étant inacceptablement élevé. Mais une réponse israélienne d'une ampleur suffisante pour dissuader l'Iran risque de déclencher précisément la guerre multifront que les deux camps affirment ne pas vouloir. Le Hezbollah entre en scène, le Yémen continue, l'Irak escalade, potentiellement la Syrie. Et soudain, ce qui avait commencé comme une frappe de missile devient une conflagration régionale impliquant des centaines de milliers de combattants, des millions de civils et des infrastructures énergétiques qui alimentent une portion importante de l'économie mondiale.